Bonjour à toutes et à tous, on va commencer dans quelques instants. Je vais juste appeler les petites championnes et les petits champions qui vont parler ce matin à me rejoindre sur scène. Voilà, où on a installé des chaises, il y a vos noms qui sont prêts. Donc Anatole, Bérénice, Camille, Ella, Elliot, Giovanni, Joséphine, Khalifa, Léonore, Louise, Octave et Solène. Voilà, je vous invite à prendre place et on va ouvrir le bal d'ici quelques instants. Merci beaucoup. Am I black enough for you? I don't talk the way you do. You call me names and try to hurt me. Spit on the ground, open to curse me. They say blood is thicker than water, but you look like my great-grandfather. Walk by, suck teeth. I'm not black enough for you. Am I black enough for you? You call my God a stranger too. Turning your eyes like you don't see me. You only speak if it's a Sunday. My lines erased with blood and water. Who's to say I'm not your lost daughter? Turn the other cheek till I'm black enough for you. In Harlem, everybody, it was all love, you know, whether if you were African or, you know, African American from here or you was from the South, you know, it was always love. It's like you, my brother, and, you know, like this is like, kind of the mecca of, you know, black people and black history. Am I black enough for you? They could shoot my children too. It don't matter how you see me. We're still running like the old days. Even if I'm not from here, green cards don't save you. I still look just like your mama. Not from here, green cards don't save you. I still look just like your mama. Not from here, green cards don't save you. I still look just like your mama. Hands up, don't shoot. Blacker than you, blacker than me, blacker than you, blacker than me. They matter, true, but so do we. Blacker than you, blacker than me, blacker than you, blacker than me, blacker than you. Let me tell you about this girl, maybe I should. I met her in Philly, and her name was Brown Sugar. See, we be making love constantly, that's why my eyes are a shade blood burgundy. The way that we kiss is unlike any other way that I be kissing when I'm kissing. What I'm missing, won't you listen? Brown sugar, babe, I guess high up your love, I don't know how to behave. Sugar, when you're close to me, you love me right down to my knees. And whenever you let me hit it, sweet like honey when it comes to me. Skin is caramel with the cocoa eyes. Even got a big sister by the name of Chocolate Top. Brown sugar, babe, I guess high off of love, don't know how to behave.
sugar got me open. Now I want some more. Always down for all my nauseous swine, but I think I'm here to solo. Hold my niggas don't mind. Stick out my tongue and I'm about ready to hit this pretty bitty with persistence. Yo, I don't think y'all hit me. Brown sugar, babe. I get high off of love, don't know how to behave. Rebonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous ce matin. Vous avez effectivement, il y a deux micros, je vais attendez, gardez le vôtre. On va brancher les deux, normalement ça devrait être bon. Pas encore, les deux micros voilà, vont. On a une invitée d'honneur de dernière minute, donc Madame la ministre de la Culture, Rachida Dati, qui est à nos côtés. Donc je vais lui laisser la parole pour ouvrir le bal et après on laissera Antoine Gallimard, président des Petits Champions de la Lecture. Parrain. Regardez, je vous laisse le micro en même temps. Parrain des Petits Champions de la Lecture. Donc je vous laisse voilà, dire un mot pour encourager peut-être ces petites championnes et ces petits champions. Et après, je vous annoncerai le programme de cette matinée. Je vous en prie, Madame la Ministre. Bonjour à tous, c'était pas prévu. On est là pour faire évidemment un peu inaugurer le Salon du Livre avec le Président de la République qui va arriver. Mais il y avait effectivement cette finale départementale. Alors c'est important parce que je suis élue de Paris. Donc vous avez intérêt à être les meilleurs de toute la France. Hein. Sans On va pression. vérifier. Alors j'ai vérifié sur les écoles, j'ai pas d'école de mon arrondissement. Je suis un petit peu déçue. Enfin, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Donc je suis ministre de la Culture, il n'y a pas d'école de mon arrondissement. Donc on va essayer de réparer ça pour l'année prochaine. Et donc j'ai vu sur les écoles, j'ai vu aussi sur les livres. Et donc il y a quelque chose qui me frappe, c'est un accès pour toutes les écoles et tous les enfants. C'est très divers, c'est très inclusif et surtout les livres sont aussi, c'est tout à fait une liberté. Et donc je trouve ça très bien. On a évidemment, nous on incite à la lecture dès le plus jeune âge. D'ailleurs j'ai annoncé hier un prix du livre bébé. Ben oui, comme ça on va voir quel sera le meilleur livre pour les bébés. Et puis, que quand on vient déclarer la naissance d'un bébé à la maternité, eh ben, on donne aux parents une carte de bibliothèque. Comme ça, on peut emmener son bébé à la bibliothèque. Et comme ça, on peut recenser aussi les bibliothèques qui accueillent les bébés. Parce que les crèches, maintenant, on a des temps de lecture. On a le quart d'heure lecture dans les écoles qui marche très bien. Et donc, ça incite à la lecture. En tout cas, moi, je suis fière de vous. Et évidemment, il n'y en a qu'un qui va gagner, c'est ça? Il y en a deux. Deux? Une petite championne et un petit champion. Et c'est quand le résultat aujourd'hui? D'ici 1h30. Alors, les gagnants, mais même ceux qui n'ont pas gagné, parce que vous êtes gagnants quand même si vous en êtes là, moi je vous accueillerai au ministère de la Culture. D'accord? Vous êtes d'accord? Voilà, l'invitation est prise. Voilà. Il y a des témoins. Alors, pour les organisateurs, on peut accueillir tous les gagnants au niveau de chaque département, au ministère de la Culture. Puis les Parisiens, je vais vous accueillir parce que vous n'êtes pas très loin. Donc ça, il faut voir avec Fleur. Elle va vous donner comment on va faire. Comme ça, je saurai qui vous êtes. Et vous viendrez me faire une petite lecture au ministère. Et je sais qu'à la Comédie Française, vous devez le 25 juin faire des lectures à la Comédie Française. Donc je serai aussi avec vous. Vous voyez, je vous suis partout maintenant. Parce que la Comédie Française, c'est aussi le ministère de la Culture. En tout cas, bravo. Moi, je vous félicite pour le jury. Je félicite aussi le mécène, parce que les mécènes sont importants pour ce type d'opération. Continuez à l'être. J'aime lire, ça a été mon premier accès à la culture dans le bibliobus
Donc voilà, donc vraiment merci aussi d'être là. Puis vous, bravo. Hein. Donc si on passe tout à l'heure, peut-être qu'on reviendra vous voir. D'accord? Bravo. Merci beaucoup. Voilà, Merci beaucoup. Et même on pourrait suggérer à la ministre de la Culture, qui nous fait l'honneur d'être ici, de débaptiser le pass culture pour dire le pass lecture. Le pass culture, sur la part individuelle, la première utilisation, c'est le livre. Donc je suis ravie. Tout à fait. Voilà. Merci. On peut de nouveau l'applaudir. Merci d'être passé nous faire un clin d'œil. Et donc Antoine Gallimard, parrain des petits champions de la lecture, je vais vous laisser la parole pour ouvrir le bal pendant qu'on a des écoles qui nous rejoignent petit à petit. Et on va les accueillir tout au long de la matinée. Je vous en prie, monsieur Gallimard. Bah, écoutez, merci. Donc on a pris quelques minutes de retard, mais c'est bien, parce que c'est une bonne surprise au moins d'avoir la ministre avec nous. Hein, et ceci dit, c'est vrai qu'on la reverra au moment de la finale qui a lieu à la Comédie Française. Donc voilà, on est heureux d'être ici dans le cadre du syndicat de l'édition qui a loué le Grand Palais. Donc on est un peu, pendant quelques temps, jusqu'à dimanche, on est chez nous ici en fait, parce que les petits champions de la lecture sont nés sous le parrainage, sous l'ombre du syndicat de l'édition. Et donc voilà, nous sommes dans la 13e édition. Et nous avons aujourd'hui, on peut vous le dire, vous le savez peut-être ça, plus de 200 000 participants. 200 000 participants, 8 000 classes, dans 1500 en Ile-de-France, c'est pas mal, et 700 à l'étranger. Et la nouveauté aujourd'hui, c'est qu'on arrive à la fois à être présent en France, en Europe, et aussi vraiment à l'international. Et je pense qu'on est des participants, on ne parle pas suffisamment de nous par rapport à la francophonie et tout ce que nous faisons autour de la francophonie. Voilà, donc aujourd'hui, ce n'est pas une finale comme les autres, puisqu'on a 385 finales départementales qui ont lieu depuis le mois de février. Et celle d'aujourd'hui, donc c'est la dernière, je le signale, puisque dès demain, les étapes vont s'enchaîner. Et la première finale régionale est la Nouvelle-Aquitaine, qui aura lieu à Angoulême. Donc voilà, c'est vraiment une dernière étape qui va s'ouvrir ensuite. Les petits champions de la lecture, vous le connaissez, je ne vais pas vous en parler. Je suis heureux d'avoir pu la créer dans le cadre du syndicat, je le répète, mais avec sa directrice, merci, et de toute l'équipe, de toute l'équipe des petits champions, qui est extrêmement efficace toute l'année, avec tous les enseignants, les pédagogues, et puis les familles, enfin, on est très nombreux finalement aujourd'hui à l'accompagner, ce qui explique ce beau résultat. Pourquoi ce beau résultat? Parce qu'on a compris que c'était un jeu. C'était pas une compétition. Et du reste, même on est assez sensible, vous êtes assez sensible sur les mots. Et on a supprimé le mot sélection pour le remplacer par playlist. Je ne me trompe pas, c'est bien la playlist des petits champions aujourd'hui. Parce qu'on trouvait même que sélection n'était pas très stimulant par rapport à l'esprit du jeu. Et on en parlera tout à l'heure, effectivement. Vous en parlerez tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. D'accord. Bien, écoutez, en tout cas, aujourd'hui, voilà, il y a 12 finalistes. Et quel que soit le résultat de cette finale, écoutez, vous pouvez être fiers de vous. Non, vraiment, vous pouvez être fiers de vous. Vous avez déjà remporté 2 finales, la finale école et la finale départementale premier tour, parce que vu le nombre de participants, on a créé 2 tours. Donc là, vous avez finale deuxième tour. Et pour moi, vous êtes déjà des grands champions de la lecture 2025. Donc je vous propose qu'on vous applaudisse. C'est très important d'être à ce niveau-là. Et merci à tous les partenaires. Merci beaucoup, monsieur Gallimard. On peut l'applaudir. Merci d'être parrain de ces petits champions de la lecture. Je leur remets le micro pour tout à l'heure. Moi, j'en garde un sous la main. Donc ravi d'être là, je m'appelle Théo, c'est moi qui vais animer cette matinée. Je vais saluer les classes qui nous ont rejoints. Alors j'espère qu'elles sont toutes arrivées parce que vous êtes nombreuses et nombreux à être venus encourager les petites championnes et les petits champions. Il y en a une qui est en chemin, qui va nous rejoindre. Donc bon, on verra laquelle c'est. Mais je vais vous appeler et en fait pour savoir si vous êtes là, les enfants, je vous demanderai de faire un peu de bruit. Comme ça je saurai que vous êtes bien là. Est-ce que l'école Voltaire est arrivée ? Ils arrivent, j'ai pas de bol, je commence par celle-ci. L'école Championnet.
Ah ouais, vous êtes nombreux, ouais, 55, ok. L'école Cherbourg dans le 15e, ils arrivent aussi. Et l'école Compan? Ils arrivent. Ah bon, bah, l'école Boulanger est là? Ah, bon, bah super, parfait. Donc il y en a d'autres qui vont arriver tout à l'heure, comme ça vous serez encore plus nombreuses et nombreux. Eh bien, ce jeu, vous l'avez compris, il y a 12 finalistes sur scène et il y a 2 personnes voilà, qui vont tout à l'heure pouvoir choisir après un livre pour participer à la finale régionale. Et pour ça, nous avons un jury. Et quel jury qui est avec nous aujourd'hui? Nous avons Gabrielle, qui est lauréate départementale 2024. On peut l'applaudir. Merci d'être avec nous, Gabrielle. Cécile Truy, qui est créatrice de contenu littéraire, notamment sur Instagram, si je ne dis pas de bêtises, Le Passage des mots. On peut l'applaudir également. Merci d'être avec nous, Cécile. Éric Lafraise, directeur des relations extérieures chez Cultura, partenaire des Petits Champions de la lecture. Merci d'être à nos côtés. Jérôme Blanchard, rédacteur en chef chez J'aime lire, donc de Bayard, partenaire également des Petits Champions de la lecture. Merci d'être avec nous. Et Nathalie Berton, responsable des projets éducatifs au CNL. Merci également d'être à nos côtés, qui est mécène des Petits Champions de la lecture. Merci à tous les 5 d'être à nos côtés. On sait que la tâche est rude pour départager ces petites championnes et ces petits champions. Et vous aurez évidemment tout à l'heure un temps pour les départager. Eh bien, on va pas tarder à commencer, parce que ça va être à vous. Moi, je parle beaucoup, mais ça va être surtout à vous de parler, les enfants. Donc, je le rappelle, le classement s'est fait par ordre alphabétique des prénoms. Voilà, comme ça, on est raccord là-dessus. Chaque lectrice et lecteur aura 3 minutes pour lire, vivre et nous faire ressentir des émotions sur le passage d'un livre qu'ils et elles ont choisi. Et on va tout de suite commencer, parce qu'on a pris un tout petit peu de retard, avec Anatole, qui est en CM2 et qui est à l'école Fourcroy dans le 17e arrondissement. On peut l'applaudir pour l'encourager. Je te laisse régler. Hop là, ça va? C'est bon pour toi? Anatole. Et aujourd'hui, je vais vous lire un extrait d'un livre de Michael Morpurgo, Seul sur la mer immense. C'est l'histoire d'un garçon qui... Pardon, excuse-moi, je te coupe. Rapproche-toi un tout petit peu du micro et comme ça, tous les enfants, vous saurez après que vous êtes bien proche du micro. Merci. C'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Arthur, qui est orphelin et qui était embarqué en Australie en bateau. Il est recueilli par Picky Bacon et Madame Piggy. Malheureusement, Picky Bacon le maltraite. Dans le passage que je vais vous lire, Arthur subit l'un des plus grands traumatismes de sa vie. Un par un, nous fûmes appelés pour recevoir notre cadeau. Il accrocha une croix autour du cou de chacun d'entre nous. Nous remercions, lui serrions la main et allions nous rasseoir. En dehors de nos remerciements, toute cette cérémonie se déroulait dans un silence gêné. Madame Piggy, qui se tenait docilement à son côté, toutes les croix pendantes à son poignet, lui entendait chier une à chaque fois qu'un l'un de nous se levait. Je remarquai qu'elle les embrassait avant de les lui donner. Mon tour arriva. J'étais debout, attendant ma croix, les yeux levés vers Picky Bacon, lorsque soudain, son expression s'altéra. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» rugit-il. Et en se penchant en avant, il saisit la clé que j'avais autour du cou, puis l'arracha violemment. « C'est à moi !» m'écriai-je, en faisant un geste pour la reprendre. Il la tint hors de ma portée, l'examina, l'air perplexe. « Une clé ? Mais pourquoi faire ? La clé de quoi ? » « C'est ma clé porte-bonheur, lui répondis-je. C'est Kitty, ma sœur, qui me l'a donnée en Angleterre. Un porte-bonheur, tenait Picky Bacon. C'est de la magie, et tout ce qui est magique est l'œuvre du diable. La chance, les porte-bonheurs, ça n'existe pas. C'est Dieu qui décide de tout ce qui arrive, dans cette vie et dans l'au-delà aussi. Je fis un bond, essayant de lui arracher ma clé, mais il la tenait trop haut. C'est un fétiche, ce qui signifie que c'est l'œuvre du diable, que c'est de la sorcellerie, des fadaises. Tu porteras une croix, ou rien du tout. Alors, dis-je, surpris par mon brusque courage, alors je ne porterai rien du tout. Je fis demi-tour et m'éloignai. Il me donna des coups de fouet ce soir-là, bien sûr, et ensuite,
Je dus courber la tête devant lui, tandis qu'il me passait la croix autour du cou. Il dit que si jamais il voyait que je la portais pas, il me fouetterait de nouveau. « Et ma clé ?» lui demandai-je. « Je l'ai jetée, » répondit-il. « Elle est là où doivent aller tous les objets de sorcellerie. À la poubelle !» Cette nuit-là, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Ni Wes, ni Marty ne purent me consoler. Ma précieuse clé avait disparu pour toujours, et je me sentais entièrement seul au monde sans elle, comme si mes dernières racines avaient été arrachées. Tandis que je restais couchée dans le noir, j'avais la rage au cœur, j'avais des envies de meurtre, car je ne détestais pas seulement Picky Bacon. Je voulais vraiment le tuer. J'aurais pu aussi bien le faire. J'en avais le courage à présent. Simplement, je ne savais pas comment m'y prendre. Bravo Anatole. Merci beaucoup, bravo. Jamais facile de passer en premier, donc bravo à toi. Et je vais appeler maintenant Bérénice, qui est en CM1 à l'école Château des Rentiers dans le 13e arrondissement. On peut l'applaudir pour l'encourager. Ça va comme ça? Tu t'approches bien du micro, hein. Bonjour, je m'appelle Bérénice et je vais vous présenter un livre intitulé Madame Badoubeda de Sophie Dahl, illustré par Lorraine Noir. C'est l'histoire d'une petite fille nommée Emma qui habite dans un hôtel et qui rencontre une cliente mystérieuse. Comme elle est sûre que c'est une voleuse, elle décide de faire une enquête. Après mon bain, je suis remontée subrepticement dans sa chambre pour jouer au pouilleux sur le bateau pirate. On était toutes les deux en chemise de nuit, mais je portais mes lunettes de soleil pour ne pas être trahie par mes yeux. Lorsque j'ai gagné, Madame Badoubeda a crié « Brigande !» et elle a souri, un beau grand sourire, aussi grand que le ciel. « C'est vous la brigande, la reine des voleuses !» j'ai répondu en retirant mes lunettes de soleil à pois. Madame Badoubeda avait d'immenses yeux verts, avec des petites rides tout autour. « C'est ce que je suis, une brigande. Mes enfants le pensent certainement. » J'ignorais qu'elle avait des enfants. Ils ne venaient jamais la voir. « Mais oui, vous volez des bijoux, vous pillez des pyramides et vous êtes en fuite avec vos animaux. » J'ai lâché d'un coup. L'hôtel de la sirène est votre cachette, et un jour, vous retrouverez votre mari sur une île au soleil. J'ai tout découvert. Je le retrouverai, s'est étonnée Madame Badoubeda. Puis, elle est restée silencieuse un long moment. Elle a d'abord regardé vers la mer, comme à son habitude, puis elle a planté ses yeux dans les miens. « Eh bien, capitaine Budit, tu m'as percé à jour. Je n'ai pas d'autre endroit où me réfugier. Est-ce que cela peut rester entre nous? J'aimerais vivre mes derniers jours en paix. » J'ai repensé au sourire adorable de Madame Badoubeda, au fait qu'elle me laisse toujours être capitaine, qu'elle nage avec les sirènes, qu'elle possède une tortue qui s'appelle Boris et qu'elle n'est jamais en panne de caramel. Je me suis rappelé qu'elle m'avait demandé pardon avec sincérité, que son parfum porte le nom d'un cheval courageux, Chamalyre, que les bras chargés de pépites d'or, elle est capable de traverser la tombe de Cléopâtre en faisant des pirouettes. Je me suis rappelé aussi les perles, les os et les jours pluvieux. Qui, à part moi, lui apporterait son petit déjeuner si elle allait en prison? Je serais la seule à lui rendre visite. D'accord, j'ai dit enfin en lui souriant. Marché conclu. Bravo, bravo Bérénice. Bravo, bravo. Elle n'a même pas été troublée par l'arrivée. Bonjour, Monsieur le Président de la République. Voilà, vous avez de nouveaux supporters. Je ne sais pas si, oui, on va vous laisser... Vous voulez leur dire un petit mot, peut-être? Bonjour. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour. Non, on voulait, avec la ministre et tout le monde passer pour vous féliciter.
Et je voulais simplement dire aux enfants qui sont là, d'abord les féliciter de venir pour faire ces lectures. Et j'espère qu'on a troublé personne. Et on Elle va est vous restée laisser concentrée, reprendre. Bérénice, elle est restée concentrée. Bravo à Bérénice, mais vous dire que la lecture, c'est le plus beau des voyages. Et avec la lecture, vous pouvez rentrer, évidemment, dans tous les textes de la langue française, mais ça vous ouvre tous les paysages, toutes les histoires, ça vous permet de vous échapper au-delà de tout, beaucoup plus que tous les écrans du monde. Donc, c'est formidable que vous soyez là pour lire et pour convaincre beaucoup d'autres de lire. Et je veux remercier tous les enseignants qui sont là et tous les promoteurs de cette initiative. Donc, merci à vous. Merci, merci beaucoup. Merci d'être venu, merci d'être passé nous voir. Et bravo à tous les enfants qui sont là. Merci beaucoup, je vous récupère. Passez une belle journée. C'était une petite parenthèse dans ces lectures. Merci beaucoup d'être passé. On continue, évidemment, cette journée. C'est à Camille, et oui, c'est à toi. Respire un grand coup, ça va bien se passer. Regarde, je te remets le micro un petit peu plus haut. Tu parles bien dedans. Et donc, Camille de l'école Championnet, du 18e arrondissement. Il a des supporters qui sont là. Regarde, ils t'applaudissent. Camille, c'est quand tu veux. Bonjour, je m'appelle Camille, je vais vous lire un extrait de Alma, écrit par Timothée de Fombelle. J'ai choisi le tout début du roman. C'est un zèbre sans rayures, debout dans les herbes jaunes, avec 2 enfants couchés dans son ombre. Regarde comme il est grand. Elle s'appelle Alma. Elle parle à son petit frère allongé près d'elle. Regarde! Ils sont sur le dos, serrés l'un contre l'autre dans cette prairie sans fin. Si Alma savait comme elle repensera plus tard à cette fraîcheur de son petit frère sur son côté, au clapotis de son rire. « Tu vois, je te l'avais dit, tu me croyais pas » dit Alma. Le garçon ne répond pas. Tous les zèbres de la vallée sont petits, rayés, peureux. Celui-ci est très grand, plus haut qu'une main qu'on lève au-dessus de la tête quand on est debout sur la pointe des pieds. Il a un collier de cuir attaché autour du cou. Il n'a pas de rayures et il reste là, doucement, à veiller sur eux. Il n'a peur de rien. « Où l'as-tu trouvé ?» demande l'âme. « Je ne l'ai pas trouvé, c'est lui qui nous a trouvés. » Son frère se tait, les yeux brillants. « À quoi tu penses ?» demande Alma. Silence. Il réfléchit. « Je cherche si je me souviens d'un jour plus beau, » dit l'âme. Alma sourit. Quelques instants plus tôt, elle lui a montré comment grimper sur le dos de l'animal. Elle se tenait au collier de cuir. Son frère est même monté derrière elle avec son bonnet bleu qu'il ne quitte jamais. « Il s'appelle Brouillard, » souffle Alma. « Comment tu sais ?»« Parce qu'il est tout blanc. » « On peut choisir le nom des choses nouvelles ?» Elle répond fièrement. « Oui, on fait ce qu'on veut. » Mais Alma sait qu'avant Brouillard et sa blancheur, son petit frère était la dernière chose nouvelle apparue dans leur vallée. Rien d'autre à l'horizon depuis la naissance de l'âme quand elle avait 3 ans. La vallée est entièrement fermée par des falaises. Elle est belle et chaude comme un paradis. Elle ressemble à une main immense, remplie de prairies, d'arbres et de bêtes sauvages. Mais rien n'existe pour eux en dehors de ce monde protégé et fermé. Une famille, seule, dans une vallée à perte de vue. Il n'y a rien d'autre qui vienne de quelque part pour prendre un nom nouveau. Ou bien, il faudrait nommer chaque nuage qui passe. Et tout à coup, voilà Brouillard. Là, vous pouvez l'applaudir. Bravo Camille. J'adore. Bravo Camille, merci beaucoup. Avec toute l'école qui est là et qui t'encourage. Et c'est au tour de Ella en CM2 à l'école Ozar à Torah dans le 13e arrondissement de Paris. Vous pouvez l'applaudir pendant qu'elle rejoint. Est-ce que ça te va? Un petit peu plus bas. Hop là. Et ben, c'est quand tu veux, Ella. Bonjour, je vais commencer par vous faire un petit résumé de l'histoire.
Alors, Yves, Maël et Billy, un petit animal, ont fait passer un message à Ronan, le facteur, pour qu'il le donne à Odile, leur ami. Lorsque les enfants arrivent sur la place du village, la poste ferme. Le postier qui verrouille la porte répond à leurs questions. Ronan est parti il y a 20 minutes. Le vendredi, il fait sa partie de belote au bar avec des amis. Allez voir. Devant la morue joyeuse, Maël et Yves tombent sur le facteur qui s'apprête à y rentrer. Il a l'air gêné de les voir. « Bonjour Ronan », dit poliment Maël. Elle est interrompue par Billy qui, jugé sur l'épaule d'Yves, bondit brusquement sur le képi du facteur, le saisit entre ses crocs et se mit à galoper dans la rue. Ronan pousse un cri. Un rectangle plat et brillant vient de tomber du képi. Yves se rue dessus. Billy s'arrête, abandonne le képi et fait demi-tour. C'était cette proie qui l'intéressait. « Du chocolat !» s'exclame Yves, éberlué en ramassant la plaquette. Il la rend aussitôt à Ronan pour protéger Billy, car cet aliment est toxique pour les furets, même s'il raffole de son odeur. Pendant ce temps, Maël a ramassé le képi, dont elle regarde l'intérieur d'un drôle d'air. « Merci !» dit Ronan sèchement en reprenant ses biens. « Ce furet, tenez-le en laisse, c'est un fou furieux !» Et il s'engouffre dans le bar. Maël chuchote. « Des billets dépassés d'une couture dans le képi. C'est bizarre !» Yves écarquille les yeux. Le chocolat aussi était bizarre. C'est un produit introuvable aujourd'hui, avec les restrictions. Billy a aimé l'odeur du chocolat. Tu crois qu'il pourrait nous aider à remonter cette piste pour savoir d'où venait Ronan ? Un instant plus tard, les enfants courent à travers le bourg. Un crachin s'est mis à tomber, mais il n'empêche pas Billy de flairer une piste, et même plusieurs, car les effluves du chocolat, et d'autres encore, insoupçonnés des enfants, l'orientent vers différents passants. Certains n'ont rien de remarquable. D'autres, en revanche... Billy a trouvé une piste, et ceux qui vont découvrir les angoisses. Ronan fréquente des agents de la Gestapo. Attends. Chuchote Maël paniqué. La catastrophe est totale. Ainsi, le facteur envoie des renseignements aux Allemands et il a intercepté ce maudit message codé. S'il est bien passé voir Odile hier soir, il ne le lui a pas remis, pourvu qu'il ne sache pas le déchiffrer. Il faut retrouver Odile, gémit Yves. Les enfants courent au port. Hélas, il n'y a plus personne. Ni Odile, ni les Allemands, ni l'équipage de l'étoile giroise. Bravo Ella, merci beaucoup. Pendant ce temps-là, il y a une nouvelle école qui nous rejoint, l'école Comprend. Bienvenue à vous. Et on continue avec Elliot qui est en CM2 à l'école Château des Rentiers dans le 13e arrondissement. On peut l'applaudir effectivement. Ça va, on est bien. À toi Elliot. Bonjour, je m'appelle Elliot et je vais vous présenter mon livre qui s'appelle « La veste magique de Julien ». C'est l'histoire d'un petit garçon nommé Julien, qu'on voit juste ici, qui va découvrir une veste dans un marché aux puces et cette veste va lui faire vivre plein d'aventures. Chapitre 3, le début de l'aventure. À la fête scolaire annuelle, la représentation de la pièce a remporté un énorme succès. Pour récompenser le bon travail de ses élèves, Madame Massard permet aux enfants de conserver leurs costumes. Le plus heureux est Julien. C'est très simple, il ne tue plus sa veste. Quand Julien rentre de l'école ce jour-là, il avale son goûter à toute vitesse. Sa maman constate qu'il n'est pas aussi pressé pour faire ses devoirs. Cela cache quelque chose. « Julien, ne pourrais-tu pas faire un petit effort pour manger avec politesse ?» Julien n'a pas encore avalé la dernière bouchée qui se prépare déjà à aller jouer. Mais sa maman n'a aucune pitié. Elle l'envoie aussitôt dans sa chambre faire ses devoirs. « Oh non, maman, je n'ai aucune envie de travailler !» s'exclame Julien. Coco, le perroquet, dans son petit coin, se balance dans sa cage. Il suit la conversation avec beaucoup d'intérêt. Il en retient, comme d'habitude, ce qui est le plus facile à imiter. Aussi n'arrête-t-il pas de répéter « Oh non maman, oh non maman, oh non maman !»
Tais-toi, Coco, crie Julien. Tu as de la chance, toi. Tu ne dois jamais faire de devoirs. Tu peux toujours jouer et manger des cacahuètes à longueur de journée. Cacahuètes à Coco, cacahuètes à Coco, cacahuètes. Maintenant qu'il a pensé aux cacahuètes, il n'arrête plus d'en réclamer. Julien est obligé de céder. Il lui en lance vite une poignée dans sa cage pour être tranquille. Coco, tout heureux, saute dans le fond de sa cage et se précipite avec beaucoup d'appétit sur sa friandise préférée. Le calme est revenu. Tout cela ne résout pas le problème de Julien, malheureusement. Justement, aujourd'hui, il voulait aller jouer au football. Il avait promis à Guillaume de le retrouver sur la place devant l'église. Mais maman ne cède pas aussi facilement. Toutes les mamans sont comme ça. D'abord les devoirs, ensuite le football, s'écrie-t-elle. Julien se trouve devant son bureau, confronté à de graves problèmes de mathématiques. Il aurait préféré jouer. Il laisse échapper un profond soupir en se disant « Si seulement ce devoir se faisait tout seul. C'est bien trop compliqué pour moi. » Je peux vous dire que ce devoir n'était pas trop difficile pour Julien. Il suffisait d'écouter un peu plus attentivement en classe. Bien sûr, Julien arrivait à l'école. Il pensait déjà à son match de foot. Mais voilà, dès que Julien termine ses lamentations, une chose très bizarre se produit. Merci Elliot, bravo à toi, félicitations. C'est au tour de Giovanni qui est en CM2 à l'école Jomard dans le 19e arrondissement. Et on va, voilà, il y a une classe qui va de nouveau s'installer. C'est bon en termes de hauteur, ça va? Bonjour, je m'appelle Giovanni et je vais vous lire un extrait du livre Le Million qui a été écrit par Luc Blanvillain, illustré par Rodolphe Dupré. C'est l'histoire de Jeanne, 10 ans, qui rêve de gagner à la grande loterie. Ce soir, à la télévision, il y a le tirage du loto. Les bons numéros vont-ils être tirés? Dans un tintamarre de batterie, la première a atterri. « Baisse le son !» a hurlé mon père depuis la cuisine. Mais je ne pouvais pas bouger. Paralysée j'étais. Bouche ouverte, yeux écarquillés. Le premier chiffre était 1, comme celui de la date anniversaire de ma sœur. 17 mars 2000. 17-03-2000. Bien sûr, je me suis dit comme vous que ça ne signifiait absolument rien, qu'il n'y avait pas la moindre chance que les autres numéros sortent, que même si ceux de Charlotte tombaient, il faudrait encore aligner les miens dans le bon ordre. 29 décembre 2012. 29-12-2012. Ça ne se produirait pas. Ça ne pouvait pas se produire. Et pourtant, si. Le 7 est venu se ranger à côté du 1. Mon père, agacé, est entré en trompette dans le salon, m'a arraché la télécommande et a éteint la télé. « Tu es pénible, Jeanne, à regarder ces bêtises. On ne s'entend plus. File te couche. Rallume !» J'avais hurlé tellement fort qu'il est resté paralysé quelques secondes. Je devais avoir l'air d'une folle, les deux mains tendues vers la télécommande qu'il avait maintenant hissée bien haut, loin, au bout de son bras levé. « Pardon ?» il a demandé. « Rallume !» Ma voix s'est déchirée. J'avais bondi et commencé maintenant à l'escalader comme quand j'avais 3 ans. Il est assez facile à gravir, normalement, mon père. Il a pas mal de bourrelets. Mais là, il ne se laissait pas monter dessus. Il était glissant comme un glacier hostile. « Jeanne, qu'est-ce qui t'arrive? C'est le début de l'adolescence ou quoi? Je te rendrai ce truc quand tu seras calmée. » Là-dessus, maman est arrivée, histoire de compliquer les choses. Les parents, et bien en particulier, savent rendre la moindre situation inextricable. Qu'est-ce qui se passe? En bonne juge, il a fallu qu'elle se fasse expliquer la situation, qu'elle délibère et qu'elle tranche. « Relis ce truc !»« Mais !» a protesté mon père. « Relis ce truc, elle a le droit de se poser devant la télé de temps en temps, non ?» Bon, a cédé mon père en me rendant ce truc. Mais il a ajouté pour ne pas perdre la face nord. « Pas trop fort, hein ?» J'ai promis allaitante, ils sont repartis dans la cuisine. Quand la présentatrice est réapparue, je jure que c'est vrai. De toute façon, vous pouvez vérifier dans le journal. Quand la présentatrice est réapparue, 15 boules numérotées s'alignaient derrière elle. 17, 03, 2000, 29, 12, 201. Si la 16e portait le chiffre 2, j'avais gagné. Ma sœur était riche, Clochette était sauvée. Bien sûr, j'ai failli mourir. Je me suis crispée sur le fauteuil comme les griffes d'un chat sur un oisillon. Mes nerfs étaient tendus, mes boyaux noués, mes yeux braqués sur le téléviseur. Dans la cuisine, mes parents avaient repris leur conversation de vieil amoureux. J'ai entendu les mots scalpel et décomposition. L'air se frayait péniblement un chemin dans mes bronches. La dernière boule qui s'était élancée dans la grande machine infernale de la grande loterie semblait rouler au ralenti. Bravo Giovanni. Merci beaucoup. Tu peux te réinstaller.
Il y a de nouveau une classe qui arrive. Donc comme vous voyez, on est assez plein, donc je vous invite à vous rapprocher pour créer un petit peu d'espace de disponibilité pour que les personnes qui arrivent puissent s'installer également. Vous voyez, il y a des classes qui arrivent à droite, à gauche, donc voilà. On va se mettre dans les escaliers, mais si vous avez un petit peu de place autour de vous, merci de bien vouloir leur faire une petite place à vos côtés pour qu'on puisse toutes et tous écouter avec attention ces lectures. Joséphine, c'est à toi. Joséphine, tu es en CM2 de l'école Jean Jaurès dans le 19e arrondissement. Je vais baisser un tout petit peu le micro, évidemment. Là, ça va ? Allez, super. Et on peut applaudir Joséphine, s'il vous plaît. Bonjour, je vais vous présenter un livre qui s'appelle L'incroyable évasion de Marguerite Chevrefeuille. J'ai pris très longtemps à choisir un texte qui me plaisait et ma grand-mère me l'a envoyé et je le trouvais drôle. J'espère que vous le trouverez drôle aussi. Je vous lis le début. Je m'appelle Marguerite, j'ai 92 ans. 92. Il y a des moments où ce n'est pas drôle. C'est affreux d'être aussi vieux, croyez-moi. Je vis ici depuis 2 ans, à la maison de retraite Douce Vie. Douce Vie, tu parles. C'est mes enfants qui ont décidé, à cause de mes jambes qui ont pris la tremblote, me laisser seule chez moi, ça les inquiétait. Ils m'ont dit qu'ici je serais dorlotée comme une princesse, et bien plus près de chez eux. On me ferait la cuisine et le ménage, et je n'aurais rien d'autre à penser qu'à m'amuser. Mes sales petits menteurs d'amour. Ici, c'est triste comme tout. Les autres vieux n'ont pas le moral, sans parler de ceux qui sont carrément zinzin. Tu parles d'un amusement ? La directrice s'appelle Madame Nuage. Elle a le moral, mais je ne suis pas sûre qu'elle ne soit pas zinzin, elle non plus. Elle trouve toujours tout formidable. La purée de carottes, formidable. L'atelier mots croisés, formidable. Josiane qui a retrouvé son dentier, formidable. Le jour où elle est venue nous parler de sa dernière idée, elle rayonnait tellement qu'on a cru qu'elle allait nous annoncer qu'on partait aux vacances aux Bahamas, nager au milieu des poissons et boire des cocktails sur la plage. Au lieu de ça, elle a hurlé « Des enfants vont vous rendre visite !» Oui, parce que quand Madame Nuage est très excitée, elle hurle. « Des enfants ?» a demandé Gilbert. « Pourquoi faire ?» J'aime bien Gilbert, il fait tout le temps la tête et il gueule sur les aides-soignantes, ça met un peu d'ambiance. Mais enfin, Gilbert, a répondu la directrice, pour l'expérience. Les enfants ont beaucoup à apprendre de vous, vous savez. Ils n'ont pas l'habitude de côtoyer des personnes aussi, aussi âgées, a proposé Paulette. Tout à fait. Et ça va faire du bien un peu de jeunesse à 12 vies. Ensuite, Madame Nuage, qui semblait flotter comme dans un rêve, nous a expliqué qu'une classe de l'école d'à côté nous rendrait donc visite plusieurs fois par semaine pour faire des activités intergénérationnelles. Traduction, vieux et morveux mélangés. Et que nous avions eu la formidable chance d'avoir été sélectionnés comme volontaires. Gilbert, Josiane, Paulette, Rodolphe, Simone et moi. Épatant, a applaudi Simone, cette faillotte. Hors de question, a crié Gilbert en donnant un grand coup de canne sur la table. Des enfants ? Ils sont où les enfants ? A demandé Rodolphe qui est sourd comme un pot. Ils font faire enfant à Fifi ? A répondu Josiane qui avait encore perdu son dentier. Mais ils ne risquent pas d'avoir peur ? S'est inquiétée Paulette. Moi, je n'ai rien répondu, mais je n'en pensais pas moins. L'après-midi, je regarde Amour, Passion à la télé. Et après, je fais ma sieste. Je n'avais aucune envie de chanter des comptines à des beaux gosses pleins de poux qui allaient courir partout en braillant. Si je n'ai rien répondu, c'est parce que Madame Nuage aurait passé 3 heures à essayer de me convaincre et que c'était au-dessus de mes forces de la supporter aussi longtemps. Ils vont voir ce qu'ils vont voir, ou je ne m'appelle pas Marguerite, j'ai pensé. C'est ainsi que tout a commencé. Bravo Joséphine. Merci beaucoup. Khalifa, c'est à ton tour. Ça va ? 3 minutes. Respire un grand coup et ça va passer. Et on peut l'applaudir également, bien sûr, de l'école Boulard dans le 14e arrondissement. Il est en CM1. C'est à toi, Khalifa. Je vais vous lire un extrait du Gentil Petit Diable de Pierre Griparé. Le Gentil Petit Diable. Il était une fois un joli petit diable, tout rouge avec 2 cornes noires et 2 ailes de chauve-souris. Son papa était un grand diable vert et sa maman une diablesse noire. Ils vivaient tous les 3 dans un lieu qui s'appelle l'enfer et qui est situé au centre de la terre. L'enfer, ce n'est pas comme chez nous, c'est même le contraire. Tout ce qui est bien chez nous est mal en enfer et tout ce qui est mal ici
est considéré comme bien là-bas. C'est pourquoi, en principe, les diables sont méchants. Pour eux, c'est bien d'être méchant. Mais notre petit diable, lui, voulait être gentil, ce qui faisait le désespoir de sa famille. Chaque soir, quand il revenait de l'école, son père lui demandait « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?»« Je suis allé à l'école. »« Petit imbécile, tu avais fait tes devoirs ?»« Oui, papa. »« Petit crétin, tu savais tes leçons ?»« Oui, papa. »« Petit malheureux, au moins, j'espère que tu t'es dissipé. »« Ben... As-tu battu tes petits camarades ?»« Non, papa. »« As-tu lancé 2 boulettes de papier mâché ?»« Non, papa. » As-tu seulement pensé à mettre des punaises sur le siège du maître pour qu'il se pique le derrière? Non, papa. Mais alors, qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, j'ai fait une dictée, 2 problèmes, un peu d'histoire, de la géographie. En entendant cela, le pauvre papa diable se prenait les cornes à 2 mains, comme s'il voulait se les arracher. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire à la terre pour avoir un enfant pareil? Quand je pense que depuis des années, ta mère et moi nous faisons des sacrifices pour te donner une mauvaise éducation, pour te prêcher le mauvais exemple, pour essayer de faire de toi un méchant diable. Mais non, au lieu de se laisser tenter, je me suis fait du problème. Enfin, quoi, réfléchis. Qu'est-ce que tu comptes faire plus tard? Je voudrais être gentil, répondait le petit diable. Bien entendu, sa mère pleurait et son père le punissait. Mais il n'y avait rien à faire. Le petit diable s'obstinait. À la fin, son père lui dit « Mon pauvre enfant, je désespère de toi. J'aurais voulu faire de toi quelqu'un, mais je vois que c'est impossible. Cette semaine encore, tu as été premier en composition de français. En conséquence, j'ai décidé de te retirer de l'école et de te mettre en apprentissage. Tu ne seras jamais qu'un petit diabletin, un chauffeur de chaudière. Tant pis pour toi, tu l'as voulu. » Et en effet, dès le lendemain, le petit diable n'alla plus à l'école. Merci Khalifa, bravo. Et c'est à Léonore. Léonore en CM1 de l'école Jussienne dans le 2e arrondissement. Hop là, ça va comme ça? Bonjour. Ça va. Bonjour, je m'appelle Léonore, j'ai 9 ans et je suis à l'école Jussienne en CM1. Aujourd'hui, je vais vous lire un roman de Daniel Pénac, Cabot Caboche. J'ai choisi ce livre car j'aimais beaucoup l'histoire de ce chien qui cherche une maîtresse. L'extrait que je vais vous lire raconte que le chien a faim, et ça tombe bien car il a repéré une boucherie. C'était une très grande ville. C'était Nice. Ça ne devait pas être bien difficile de trouver une maîtresse avec tous ces gens. Mais pour l'instant, il avait faim. Chaque chose en son temps. Il leva le museau et renifla lentement, en ouvrant le plus possible ses narines. 40 odeurs s'y précipitèrent aussitôt. Il les reconnut toutes. Alors c'est ça la ville. C'est à décharge, en plus grand, en plus éparpillé et en plus frais. Il tria les odeurs une à une, laissant de côté les odeurs de caoutchouc, d'essence, d'orange, de fleurs, de chaussures. Et tout à coup, sa narine droite s'élargit, son sourcil gauche se cabra, la salive lui vint à la bouche. Il avait trouvé ce qu'il cherchait. Une fameuse odeur de viande, et toute proche encore. La boucherie ne devait pas être loin. Elle était tout près, en effet, de l'autre côté de la rue. Mais le boucher pesait 100 kilos, un air terrible, des couteaux partout, un tablier comme une muraille, debout sur le pas de la porte, les poings sur les hanches, des massues. Il était assis sur le trottoir. Il regardait les bouchers sur le trottoir d'en face. La salive coulait sur les pattes. Quelle odeur! Quelle viande! Et quelle faim! De temps à autre, une voiture passait devant lui et lui cachait les bouchers. Il espérait qu'une fois la voiture passée, le boucher aurait disparu. Rien à faire, il était toujours là, plus terrible que jamais. Mais l'odeur aussi était toujours là, de la narine du chien.
Elle avait même chassé toutes les autres. Il ne sentait plus qu'elle. L'odeur, le boucher, l'odeur. Il faut que je me décide. Tu réfléchis bien, tu te décides et tu ne changes plus d'avis. Il se concentra. Il regarda le boucher avec attention et il remarqua un détail. Entre les jambes du boucher et le bas du tablier, il y avait un petit espace carré. Juste de quoi laisser passer un chien de sa taille. Bon, je traverse la rue à toute allure, je lui fonce entre les jambes, je saute sur le premier morceau de viande venu et je ressors par le même chemin. Et évidemment, ça ne se passa pas du tout comme il avait prévu. Il fonça bien en avant, mais à peine se trouva-t-il au milieu de la rue qu'un tas d'événements terrifiants se produisirent en même temps. D'abord, il entendit un hurlement qui le paralysa sur place. Ensuite, il vit le boucher se précipiter sur lui, ses mains rouges en avant. Puis, il se retrouva plaqué contre la formidable poitrine. Et enfin, il entendit la voix du boucher exploser à ses oreilles. « Et alors? Qu'est-ce que ça veut dire? On vient nous écraser nos chaînes? Quoi? Pas content? Hé, faut que je me fâche! Va donc, parisien! » Maintenant, le boucher le tenait à bout de bras et le regardait droit dans les yeux. « Et toi? Qui tu es, toi? D'où tu viens? Comment tu t'appelles? De pas jouer dis donc! Tu as faim? » Bravo, Léonore. Merci beaucoup. Je t'invite à rejoindre ta place. On a même des accents. C'est beau. Louise, en CM2 de l'école Stanislas dans le 6e arrondissement. On peut l'applaudir également. C'est bon? Allez, c'est à toi, Louise. Bonjour à tous. Je vais vous lire un extrait des Pinceaux d'Édouard de Sophie de Mullenheim. Il s'agit des toutes premières pages du roman. On y découvre un jeune artiste qui est en train de peindre le portrait de sa tante. Chapitre 1, Normandie, mai 1896. La vieille dame roule des yeux et se tord le cou pour tenter d'apercevoir la toile d'Édouard posée sur un chevalet. « Tante Denise !» la gronde gentiment le jeune homme. « Comment voulez-vous que je fasse votre portrait si vous bougez sans arrêt ?» La vieille dame bougonne. « À mon âge, c'est une torture de rester immobile. Et sans manger en plus. » Édouard jette un regard amusé sur le guéridon installé près du fauteuil de son modèle. L'assiette qui contenait quelques viennoiseries est déjà vide. Tante Denise n'en a pas laissé une seule miette. « C'est vous qui vouliez ce portrait ?» répond Édouard avec patience. « Certes, mais je n'imaginais pas que ce serait si long. Si vous aviez commandé une caricature, cela aurait été beaucoup plus rapide, » la taquine le jeune homme. « Voyons, Édouard, une caricature ne t'apportera jamais le succès, » s'indigne la vieille dame. Claude Monet a commencé ainsi. Il raconte même qu'il excellait dans cet art et qu'il aurait pu y faire fortune. Tante Denise fait l'amour. Permets-moi d'en douter. De toute façon, je ne vois pas ce que tu pourrais caricaturer chez moi, dit-elle avec le plus grand sérieux. Édouard se retient de sourire. La caricature de sa tante, engoncée dans ses dentelles noires de veuve, serait aisée au contraire. Mais il respecte bien trop la sœur de sa grand-mère paternelle pour oser s'en moquer. Cessez de bouger, ma tante, si vous voulez que je termine avant de prendre mon train. Le train, toujours le train, grogne-t-elle. Ton frère Joseph et toi ne jurez que par le train. Il n'y a pas de moyen plus rapide pour retourner à Paris. Justement, proteste tante Denise. Quel besoin avez-vous donc de vivre à Paris? La vie ici, à la Minotière, auprès de votre père, ne vous suffit-elle pas? C'est à Paris que la vie artistique se tient. Si je veux percer,
Je dois y être. Tut, s'agace la vieille dame. Ce Monet que tu admires tant, n'est-il pas normand lui aussi? Si, ma tante, mais il est allé à Paris. Il a commencé en Normandie. Édouard se tait et se concentre sur ses derniers coups de pinceau. Inutile de discuter. C'est à Paris qu'il doit être, et qu'il veut être, aussi attaché soit-il à la Normandie. Voilà, déclare-t-il soudain, en s'écartant légèrement de sa toile. J'ai terminé. Tante Denise veut se lever, mais Édouard l'arrête d'un geste de la main. Restez assise. Il est toujours préférable de regarder un tableau de loin. Alors, solennellement, il attrape sa toile par le cadre de bois et la retourne. Quand elle la découvre, sa tante glousse de plaisir. La lumière qui éclabousse son visage ridé, les quelques mèches qui s'échappent de son chignon, son regard franc et son air gourmand lui plaisent énormément. Édouard a su saisir son appétit de vie, et son appétit tout court. Après ces longues et ennuyeuses années de mariage avec le détestable oncle Léopold. « Tu m'as fait plus jeune que je ne le suis ?» demande-t-elle avec un reste de coquetterie. « Non, ma tante. Je vous ai peinte telle que vous êtes, » répond prudemment Édouard. Bravo Louise, merci beaucoup. C'est au tour d'Octave. À ton tour en CM1 à l'école Notre-Dame de Lourdes dans le 20e arrondissement. On peut également l'applaudir pendant qu'il s'installe, s'il vous plaît. Comme tu veux. Ça va, je te laisse t'approcher un peu plus. C'est bon? Approche-toi bien. Merci. Écoute, mon petit, dit-il tourné vers son fils et dédaignant ostensiblement Mathilda. Étant donné qu'un jour je vais faire de toi mon associé, il faut que tu sois capable de calculer les bénéfices quotidiens réalisés par l'affaire. Va donc te chercher un cahier et un crayon et voyons comment tu te débrouilles. Docilement, le fils sortit de la pièce et revint avec ce qu'il fallait pour écrire. Note les chiffres que je vais te donner, dit le père, tout en consultant sa feuille de papier. La première voiture, je l'ai payée 278 livres et je l'ai revendue 1425, tu y es? Le gamin de 10 ans inscrivait avec une lenteur à appliquer les deux nombres. La deuxième voiture, poursuivit le père, m'a coûté 118 livres et je l'ai revendue 760, c'est noté? Oui papa, dit le gamin, c'est noté. Pour la troisième voiture, j'en ai déboursé 111 livres et j'en ai tiré 999,50 livres. Tu peux répéter, dit le fils, combien tu l'as vendu? 999,50, dit le père. Et ce chiffre-là, en fait, c'est un de mes petits trucs pour embobiner les clients. Ne jamais dire 1000 livres. Toujours dire 999,50. Ça paraît beaucoup moins sans lettres. Astucieux, non? Très, dit le fils. T'es fortiche, papa. La voiture numéro 4 m'a coûté 86 livres. C'était une véritable épave. Et je l'ai revendue 699,50 livres. Pas trop vite, dit le fils, en notant les nombres indiqués. Ça y est, j'y suis. La cinquième voiture m'a coûté 637 livres. Et je l'ai revendue 1649,50 livres. Tu as bien tout noté? Oui, papa, répondit le gamin en finissant d'écrire laborieusement penché sur son cahier. Très bien, dit le père. Maintenant, calcule les bénéfices que j'ai faits sur chacune des 5 voitures et additionne le total. Ensuite, tu pourras me dire combien embaucher aujourd'hui cette tête de génie qu'est ton père. Ça fait beaucoup de sous, dit le gamin. Naturellement, ça fait beaucoup de sous, dit le père. Mais quand on traite de grosses affaires comme moi, il faut être un champion de l'arithmétique. Moi, tu comprends, j'ai quasiment un ordinateur dans le crâne. Il m'a fallu moins de 10 minutes pour faire l'opération. Tu veux dire que tu l'as fait de tête, papa? Dit le gamin, les yeux comme des secoupes. Pas exactement, répondit le père. Personne ne pourrait faire ça. Mais ça ne m'a pas pris longtemps. Quand tu auras fini, tu me diras quel bénéfice j'ai fait. J'ai le total inscrit ici et je te dirai si tu tombes juste.
Papa, dit Mathilda dans ton calme, tu as gagné exactement 4303 livres et 50 pence. Bravo Octave. Merci beaucoup. Félicitations Octave. Et c'est au tour de Solène, la toute dernière de ces finales départementales. On peut l'applaudir. Elle est en CM2 à l'école Saint-Jean de Passy dans le 16e arrondissement. Je baisse un tout petit peu. Là, ça va ? Allez, c'est à toi Solène. Bonjour à tous, je m'appelle Solène et je vais vous lire un extrait du livre Sacrée sorcière écrit par Roald Dahl. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui découvre l'existence des sorcières. Sa grand-mère lui apprend comment les reconnaître. Elle vient de lui apprendre que les sorcières n'ont ni ongles ni cheveux et nous allons découvrir ensemble les autres caractéristiques d'une sorcière. Y a-t-il d'autres trucs pour reconnaître une sorcière ? Oui, répondit grand-mère. Observe les narines. Les sorcières ont des narines plus larges que la plupart des gens. Le bord de leur narine est rose et recourbé, comme celui d'une coquille Saint-Jacques. Pourquoi ont-elles de si larges narines, demandai-je. Pour mieux sentir, répondit grand-mère. Une sorcière a un flair stupéfiant. Elle peut flairer un enfant qui se trouve de l'autre côté de la rue, en pleine nuit. Elle ne pourrait pas me sentir, dis-je, je viens de prendre mon bain. Détrompe-toi, s'écria grand-mère. Un enfant propre sent horriblement mauvais pour une sorcière. Plus tu es sale, moins elle te sent. C'est absurde. Mais pourtant vrai, dit grand-mère. Ce n'est pas la saleté que sent la sorcière, mais la propreté. L'odeur de la peau d'un enfant dégoûte la sorcière. Ces odeurs suintent par vagues. Ces vagues pointent, comme disent les sorcières, flottent dans l'air et viennent frapper leurs narines comme une gifle, ce qui les fait tituber. Écoute-moi, grand-mère. Ne m'interromps pas, dit-elle. C'est ainsi. Si tu ne t'es pas lavé pendant une semaine, ta peau est sale. Alors, évidemment, les vagues pointes ne sonnent pas avec autant de force. Je ne prendrai plus de bain, décidai-je aussitôt. N'en prends pas trop souvent, dit grand-mère. Un bain par mois, c'est bien suffisant pour un enfant. C'est à ces moments-là que j'aimais le plus grand-mère. Grand-mère, dis-je, s'il fait nuit noire, comment une sorcière sent-elle la différence entre une grande personne et un enfant ? Parce que la peau des adultes ne sent pas mauvais, répondit-elle. Seulement la peau des enfants. Mais moi, est-ce que j'en peste ? Pas pour moi, répondit grand-mère. Pour moi, tu sens la fraise à la crème. Mais pour une sorcière, ton odeur est dégoûtante. Qu'est-ce que je sens ? demandai-je. L'excrément de chien, répondit grand-mère. L'excrément de chien ? criai-je, complètement abasourdi. Mais ce n'est pas vrai ! Il y a pire, ajouta grand-mère, avec une pointe de malice. Pour une sorcière, tu sens l'excrément de chien tout fumant. C'est archi faux, m'écriai-je. Je ne sens pas l'excrément de chien, fumant ou non. C'est un fait, dit grand-mère. Inutile d'en discuter. J'étais révoltée. Je n'arrivais pas à croire ce que venait de m'affirmer grand-mère. Donc, si tu vois une femme se boucher le nez en te croisant dans la rue, ajouta-t-elle, c'est sûrement une sorcière. Bravo Solène. Bravo, je pense qu'on peut faire beaucoup de bruit pour les 12 petites championnes et petits champions qui viennent de faire chacun 3 minutes de lecture. L'exercice est pas facile de lire devant vous, ici au Grand Palais, dans le cadre de cette journée. Donc bravo, bravo les enfants, vous pouvez être très fiers de vous. C'est le moment où le jury part délibérer. Bon courage à vous. Après, c'est 12. Je ne sais pas comment ils vont faire pour départager, parce que c'est quand même très difficile. On a des livres très différents, des façons de lire très différentes aussi. Les enfants, je vous invite à suivre Amélie. Vous allez vous mettre devant, vous reposer un peu, détendre un petit peu les épaules. Voilà.
Ça se passe là-bas, si jamais. Et pendant que le jury délibère et sélectionne donc une petite championne et un petit champion, eh bien, on va vous partager une grande nouveauté cette année. Et pour annoncer cette nouveauté, j'appelle 3 personnes qui vont me rejoindre sur scène. Sandrine Plouard, Cécile Ferraton-Rouleau et Gaëtan Le Gac. Et je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît. Alors, je vais vous donner au hasard les micros et après on en a... Eh ben magnifique, il y a tout ce qu'il faut. Je peux déplacer ça, je pense. J'espère. Alors, donc vous le savez peut-être, je vais vous les présenter dans un instant, je vous rassure. Vous le savez peut-être, depuis 2021, l'association des petits champions de la lecture distingue 15 romans jeunesse qui sont proposés lors de la grande finale des petits champions de la lecture à la Comédie Française, qui aura donc lieu le 25 juin, comme on l'a dit tout à l'heure. Ces romans sont sélectionnés parmi 60 ouvrages par notre comité de sélection, dont vous faites partie tous les 3, mais vous êtes 6. Et je vais citer dans quelques instants les autres personnes membres de ce comité pour apporter une diversité littéraire à nos petites championnes et nos petits champions. Donc, dans les autres personnes dans ce comité de sélection, eh bien, il y a Simon Roguet qui est libraire à la librairie Aime Lire à Laval, Dominique Moret, libraire également au magasin Cultura de Bayonne, Eliane de Toisy, déléguée à la création au Centre national du livre. Donc, on les salue. Et donc, à nos côtés, il y a Sandrine Plouard, enseignante à Mont-Saint-Aignan, qui participe au jeu avec sa classe depuis la création, c'est ça ? Exactement, ouais. Quand même, ouais. donc depuis 13 ans. Voilà. Toujours à nos côtés, toujours au soutien. Cécile Ferraton-Rouleau, bibliothécaire, chef du département jeunesse dans les médiathèques de Meudon, qui organise entre autres les finales départementales du jeu à Meudon depuis plusieurs années. Merci d'être avec nous. Et Gaëtan Le Gac, enseignant dans le 19e arrondissement de Paris, la 4e participation au jeu avec votre classe et qui est présente d'ailleurs aujourd'hui dans le public. Est-ce que vous êtes là, les enfants de la classe? Ils sont là, oh là là, ils sont mignons, dis donc. Ils sont bien là, ils sont venus au soutien là aussi de l'enseignant. Eh bien, la particularité de cette année, j'en ai perdu la télé, on m'a volé ma télécommande. Mince. Elle est là, merci Amélie. La particularité de cette année, vous le voyez, c'est que, on va se décaler un tout petit peu, eh bien, cette sélection des petits champions change de nom et de logo, elle devient la playlist littéraire des petits champions. Voilà, le terme playlist qu'on a choisi, qu'on a employé, donc cette playlist littéraire des petits champions, eh bien, elle va regrouper les 15 romans dont je vous parlais à l'instant, et ça répond à un besoin, ces 15 romans, celui de proposer aux enfants, aux parents et aux enseignants eh bien, des nouveautés, des livres parus en français et publiés au cours de l'année précédente. Donc à chaque fois, ce sont des livres assez récents. Et les 15 auteurs et autrices qui ont été sélectionnés par le comité, eh bien, ils seront tous présents le 25 juin, jour de la grande finale à la Comédie Française. Et chaque autrice et auteur se rendra également dans les classes de chacun et chacune des 15 finalistes début juin pour aller parler de leur ouvrage, pour répondre aux questions des enfants. Ce sera un beau moment d'échange avec en général de belles classes de curieuses et de curieux. Eh bien, on va y aller pour aller découvrir ces 15 ouvrages qui vont nous être présentés par tous les 3. Eh bien, Cécile, je vous laisse présenter le premier ouvrage. Alors, je vais bien juste la... Allez, je l'affiche. Alors, le premier ouvrage, c'est Le Collège de l'Angoisse, donc le gang du CDI de Vincent Mondiaux chez Actes Sud Junior. Alors, dans cette histoire, il y a Flore, Grégory, Samuel et Nadia. Eh bien, j'ai envie de poser une première question. Comment est-ce qu'ils parviennent à nous embarquer dans leurs folles aventures ? Alors, en fait, ils se rencontrent par hasard au CDI, parce qu'ils sont un peu à part des autres élèves, et ils vont être témoins d'un phénomène un peu fantastique. Et donc, forcément, ils vont vouloir savoir ce qui va se passer. Et donc là, on va se retrouver dans les sous-sols, voilà, avec plein d'aventures passionnantes, un peu angoissantes aussi, ça porte très bien son nom. Voilà. Parfait, donc ça c'est le premier, le Collège de l'Angoisse, le gang du CDI. Merci beaucoup, donc c'est le premier ouvrage. Le deuxième, Gaëtan. Alors, le deuxième, c'est Le Tour du monde en 80 Mahou de Nathalie Sommers aux éditions Didier Jeunesse. Alors, c'est l'histoire d'un chat qui traverse le monde. C'est un peu notre Phileas Fogg moderne, en plus câlin, c'est ça ? Alors, c'est un peu ça, mais c'est surtout notre gros matou bien chez lui, bien tranquille, obligé à cause de sa méchante maîtresse à s'échapper de la soute d'un avion pour vivre des aventures et la retrouver. Oh waouh, ça donne envie d'y aller. Alors ce roman, il permet d'en apprendre surtout plus sur les cultures du monde. C'est ça qui est intéressant. Alors dans les cultures du monde, surtout le cinéma. On est sur une œuvre cinématographique, des références tout le long. Et en plus, pour discuter avec ses parents, son oncle sur le cinéma, toutes les sources sont expliquées à la fin du livre, avec toutes les références, c'est très bien.
Eh ben parfait. Merci Gaëtan pour deuxième ouvrage. Le troisième, Sandrine. Alors, Mémé Rock et Papy Blues de Laura Benveau aux éditions Courtes et Longues. Alors quand on a 10 ans, on rêve tous d'avoir une grand-mère comme Mémé Rock et un grand-père comme Papy Blues, c'est ça? Alors, plus Papy Blues au départ que Mémé Rock, parce que Papy Blues est quelqu'un de très avenant, gentil, qui raconte de nombreuses anecdotes. Mémé Rock est un peu plus difficile d'approche. Et donc, elle est plutôt sur le ménage, le jardin, et au départ, c'est pas franchement les vacances idéales. Et alors justement, ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est le lien intergénérationnel. Comment est-ce qu'il est abordé dans l'ouvrage? Justement, sur le travail de la mémoire et du rapport à ses souvenirs, les deux personnes n'ont pas du tout la même approche. Mémé Rock est plutôt quelqu'un de fermé et qui ne se laisse pas approcher comme ça. Tandis que Papy Blues, il a vraiment cette envie de partager ce qu'il a pu vivre auparavant et de faire entrer les enfants dans sa mémoire. Merci. Sandrine, place au quatrième ouvrage. Cécile? Alors, ça s'appelle À l'écoute de Thomas Garnet aux éditions du Rouègre. Oui, j'attends d'autres choses, mais effectivement, c'est à moi. Je peux enchaîner. Hein, mais non, c'est bon, j'y vais. Mais c'est quand on a 9 ans, on est parfois un petit peu entouré d'écrans et de relations virtuelles. C'est parfois un peu compliqué de communiquer dans la vraie vie. Et pourtant, le jeune garçon qui s'appelle Ilyes, il n'aura pas trop le choix. On ne va pas vraiment lui laisser le choix. Et en fait, c'est un roman qui permet de parler de l'addiction aux écrans, mais aussi de l'amitié et des différences. Parce que finalement, comme là, il ne va pas avoir le choix que de se passer de son écran, ça va lui permettre de prendre contact avec d'autres enfants, et notamment une petite fille qui est différente. Et avec qui il va créer une amitié alors que c'était complètement improbable au départ. Donc au-delà de l'addiction aux écrans, ça parle aussi de l'amitié, des différences et de l'acceptation de l'autre. Merci beaucoup pour cette présentation. Le 5e livre, Gaëtan. Le 5e livre, c'est Le Peuple des Dragons de Anne Auger aux éditions Flammarion Jeunesse. Et alors, c'est l'aventure d'Aurora et du dragon Neptune qui nous embarque dans le royaume de l'Envolon, c'est ça? Oui, un royaume incroyable, beau, qui donne envie d'aller voyager, d'aller se perdre avec eux. Les dragons sont présents, mais pas toujours. L'amitié est constante. C'est verdoyant, on a envie de se perdre. On a envie de lire le 2. On a envie de lire le 3. Vraiment une lecture à faire. Parfait, merci Gaëtan pour cette présentation. Le 6e livre parmi ces 15, Sandrine. Alors, Les exploits de Connemara de Jean-Philippe Arouvignaud aux éditions Gallimard Jeunesse. Et alors justement, quand il était petit, le livre préféré de Jean-Philippe Arouvignaud, c'était Le Club des 5. Alors la question, c'est est-ce que ça se sent quand on lit les aventures de Connemara? Alors déjà, quand on regarde la couverture, on retrouve 4 personnages, 4 enfants et un chien, comme dans Le Club des 5. Voilà. Après la personnalité des enfants, on a 2 petites filles un peu plus chippies, un peu plus qui font penser à Claude, et le grand frère Tom qui rappelle François, le héros du Club des 5. Alors au-delà de ça, il y a quand même une grande différence, c'est que Connie, donc le personnage que vous avez en centrale là, est un personnage imaginaire créé par la maman des 3 autres enfants, et elle va réussir à rejoindre les 3 enfants dans une enquête. À lire donc également, merci beaucoup. Ensuite, Cécile. Alors, le 7e livre, c'est Héloïse, mousquetaire du roi de Jean-Luc Marcastel chez Gulfstream Éditeur. Et alors ça parle de Versailles, d'épée, de complot, de demoiselles en détresse. Ça pourrait ressembler à un classique et bien connu. Qu'est-ce qui fait alors la recette originale de cette histoire au final qu'on ne lâche pas? Eh bien, en fait, que la jeune demoiselle que vous voyez sur la couverture et le jeune chevalier, en fait, sont inversés, fille-garçon, donc c'est déjà pas tout à fait conventionnel, et qu'ils n'ont pas tout à fait le même objectif. C'est-à-dire que celui qui devrait être mousquetaire ne veut pas l'être, et celle qui devrait être demoiselle ne veut pas l'être non plus. Donc ça, c'est la base du roman, et effectivement, ils vont malgré tout tous les deux s'allier, malgré justement cette différence-là, s'allier pour défendre le roi. Voilà. Une belle histoire encore à suivre. Le 8e ouvrage, Gaëtan. Détective Grébor, de père en fille, Carole Trébor et Yves Grevet chez Little Urban. Alors c'est un père et sa fille qui forment un binôme d'enquêteurs de folie adulés par les stars. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne.
Vous êtes une petite fille totalement normale, votre père est totalement loufoque, c'est un détective, il est pauvre, mais il a de bons tuyaux. Très bien. Alors, comment il est traité le thème des années 80 ? Alors, c'est parfait tout le long. C'est un moyen de communiquer avec vos parents quand on est en CM1, CM2, de savoir qu'est-ce qu'ils ont vécu étant enfants. C'est un moment d'avoir leur référence et de discuter avec eux. C'est toute la trame de fond, c'est de l'humour non-stop et des références qui font rire, qui nous font rêver et qui nous donnent envie d'aller écouter les musiques de papa, de maman et d'aller voir les clips des années 80. On connaît tous, en tout cas nous. On les connaît bien, on les chante facilement. Le 9e ouvrage, Sandrine. Donc c'est le livre Harlem de Anne Cortet aux éditions L'École des loisirs. Alors ce roman se déroule à Harlem dans les années 1950. Qu'est-ce qu'il dit de notre monde actuel ? C'était il y a 75 ans. Qu'est-ce qu'il dit d'aujourd'hui ? Alors là, c'est donc l'histoire de ces deux petites filles que l'on voit sur la couverture, qui sont en fait cousines et qui jusqu'à l'âge de 10 ans à peu près ne se connaissent absolument pas parce que le grand-père des fillettes a refusé le mariage de la maman de l'une avec évidemment un mari qui est de couleur noire. Donc aujourd'hui, c'est effectivement un roman d'actualité. Quand on voit le repli des États-Unis, le mur avec le Mexique, on peut se dire qu'il faut continuer de lire des livres qui évoquent ce genre de thématique. Exactement, on est quand même mieux tous ensemble. Merci beaucoup Sandrine. Cécile, le 10e livre. Alors, La Joconde a disparu, d'Elisa Villebrun chez Poulpe Fiction. C'est l'histoire d'Inès qui connaît le Louvre comme sa poche et Arthur vient d'arriver pour suivre sa mère. Et ils vont se retrouver mêlés malgré eux au vol de la Joconde. Quels sont les ingrédients du livre qui donnent envie de suivre leurs aventures pour justement retrouver le fameux tableau de la Joconde ? Alors déjà l'amitié qui va se créer parce qu'au début ils sont plutôt en rivalité. Le jeune garçon arrive pour remplacer en fait la jeune fille dans son appartement, donc il lui pique sa chambre, donc c'est déjà une mauvaise base. Mais par contre, comme elle connaît très bien le Louvre, elle va l'embarquer en fait dans le musée. Ils vont être témoins de ce vol et donc ils vont tout faire pour comprendre ce qui va se passer. Donc effectivement le lien entre les deux personnages est déjà un élément très important qui est très motivant. Et puis aussi c'est un roman qui nous apprend des choses aussi, puisque le vol de la Joconde a réellement existé. Et effectivement, du coup, c'est un roman qui mêle la réalité et la fiction, avec beaucoup d'aventures, une enquête. Donc voilà, c'est des bons ingrédients déjà pour que ça fonctionne. Effectivement, ça donne aussi envie de le lire. Merci beaucoup. Gaëtan, le 11e livre. Alors, Marie Curie, la femme de science, de Sylvie Bossier, chez Scrinéo Éditions. Et alors Marie Curie, elle met, le livre met plutôt Marie Curie en lumière évidemment, mais il y a un aspect peu connu de Marie Curie qui met en lumière. Ça met son enfance, le début de sa vie en lumière de Marie Curie, chose qui a été peu dite et qui est peu su. Le pourquoi elle est devenue cette femme, cette forte femme scientifique, son côté féministe et d'où elle s'est construite avec les drames, son arrivée et ses rencontres. Et justement, pourquoi cette figure inspirante qui est Marie Curie peut, pour le coup, inspirer les jeunes lecteurs ? Ça donne envie de se dire qu'on peut, malgré les difficultés qu'on a vécues dans sa vie et enfant, aller et devenir autre chose, se donner les moyens d'avancer, de devenir la première, celle qui, et d'y arriver, malgré les difficultés, et de ne jamais les baisser les bras. Merci beaucoup. Gaëtan, le 12e livre, Sandrine. Alors, Une paillette dans l'iris, un livre de Charlotte Ponce aux éditions Seuil Jeunesse. Le thème du deuil en littérature jeunesse, c'est un sujet assez délicat à traiter. Quel est l'angle choisi ici par l'autrice, à la fois avec ce mélange de délicatesse et de sensibilité ? Oui, effectivement. Habituellement, quand on aborde le deuil en littérature jeunesse, on passe plutôt par la disparition d'un grand-parent. C'est plus facile à amener. Et là, ce n'est pas du tout le cas. C'est la petite fille que vous voyez là qui va perdre son frère, Julien, qui a 11 ans, d'un accident de la route. Et qui va devoir se reconstruire après cela. Donc c'est abordé avec délicatesse, on voit vraiment les choses se faire petit à petit. La petite fille se pose beaucoup de questions. Elle se demande si elle sera toujours une sœur, malgré la disparition de son frère. Elle se demande où il est. C'est vraiment un très joli roman. Merci beaucoup Sandrine. Cécile pour le 13e livre. Alors c'est Quelque chose sur le cœur d'Amélie Antoine aux éditions Syros. Encore un sujet d'actualité pour le coup qui est abordé dans ce livre, c'est le harcèlement scolaire. Alors en quoi ce roman est-il touchant et peut-il être différent des autres titres qui abordent ce sujet ?
Alors, ce qui nous a particulièrement marqué dans le comité avec ce roman, c'est la manière très réaliste dont on voit le mécanisme se mettre en œuvre progressivement, petit à petit. Ça va loin, c'est très prenant comme lecture, et malgré tout, il y a beaucoup d'espoir. Et je pense que c'est ça qui est important aussi, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, le jeune garçon, il va trouver des éléments pour l'aider auprès de sa sœur, et il va se rendre compte que c'est finalement en lui-même qui va trouver les ressources. Donc ça, c'est vraiment la première chose, je trouve, qui était très intéressante. La deuxième chose, c'est aussi de montrer que finalement, l'adulte, même en voulant bien faire, peut faire des erreurs pour aider l'enfant qui est victime de harcèlement. Et je trouve que ça aussi, c'est intéressant de pouvoir le lire. Et je trouve que c'est vraiment ces deux éléments-là qui nous ont marqués, en fait, quand on a lu ce livre. Donc une lecture à faire, absolument, importante et utile et nécessaire, mais pas forcément simple. Voilà. Effectivement, mais importante d'en parler. Merci Cécile. Gaëtan pour le 14e ouvrage. Le 14e, c'est La légende de Sigrid de Julie Stace aux éditions Talent Haut. Et alors justement, à travers l'histoire de Sigrid, on découvre les mythes nordiques. En quoi, là aussi, les jeunes peuvent-ils s'y identifier ? Les mythes nordiques sont à la mode, c'est très bien qu'ils le soient parce qu'ils ont été un peu oubliés pendant des années et des années. On peut se reconnaître tout de suite au caractère assez impétueux, assez parfois désagréable de l'héroïne, très sûre d'elle, qui a envie de prouver qu'elle est la fille du chef et qui finalement nous fait voyager à travers tout ça. Nous, on voyage, mais on grandit avec elle parce qu'elle grandit énormément. On se laisse happer par le fait qu'elle prenne avec de la maturité et un peu plus de douceur au fil des lectures et des pages. Parfait, merci Gaëtan. Et enfin, Sandrine, le dernier ouvrage de cette playlist. Alors, Un amour de tronçonneuse de Colin Thibert aux éditions Thierry Magnier. Alors dans ce livre, c'est l'été de Lison qui est rempli de surprises. Et alors, qui est cette tante Bethsabée, visiblement très excentrique ? Ah oui, alors là, c'est une tante vraiment farfelue qui a 60 ans, qui ne s'est pas mariée, n'a pas eu d'enfant, a voyagé partout à travers le monde. Et donc, c'est la grande sœur du papa de l'héroïne. Et elle énerve déjà profondément les parents. Mais il lui confie quand même Lison parce que pendant les vacances, c'est bien sympa d'avoir une tata qui puisse s'occuper de la petite, qui a 13 ans. Qui a 13 ans. Alors je crois que c'est un livre assez drôle et plein d'émotions. Oui, donc Bethsabée va partir, elle a une tronçonneuse qui ne fonctionne plus et elle va aller jusqu'en Finlande avec sa petite fille chercher la pièce qui manque pour réparer la tronçonneuse. Elle ne va pas trouver que la tronçonneuse, elle ramènera autre chose dans ses valises, mais ça je ne peux pas vous en dire plus parce qu'il faut que vous le lisiez. Merci à tous les trois. Alors restez avec moi parce que le jury il a encore besoin de quelques minutes. Donc je vais peut-être vous poser les questions sur est-ce que ça a été facile de sélectionner 60 ouvrages ? Comment on fait pour en sélectionner 15 ? Expliquez-nous un petit peu comment vous avez fait. Alors on avait alors non, ça n'a pas été simple. On n'était pas forcément d'accord. Mais il y a eu beaucoup de discussions, de discussions animées, on va dire ça comme ça. Chacun voulant défendre un peu ce qu'il a préféré. On avait une grille en fait avec une note à donner et sur la base de ces notes, il y avait un premier classement et puis après on discutait si on voulait en sauver certains. Donc on a procédé comme ça, puis par élimination aussi pour essayer de représenter un peu tous les genres. Aussi, on voulait quand même qu'il y ait un équilibre dans les niveaux de lecture et dans les genres représentés, que ça soit pas que du fantastique, pas que de la vie quotidienne, voilà. Donc ça s'est fait un peu comme ça. Après, je sais pas si... Voilà. Oui, totalement. On s'est battu pour nos coups de cœur. On a dit non, c'est le mien. Non, c'est le mien. Non, on est tous d'accord sur celui-là. En fait, on a discuté calmement et on a changé, on a évolué aussi parfois des avis. Parfois, on s'est dit, tiens, si je me mettais dans la peau d'un enfant de CM1, CM2, comment je trouverais ce livre ? Ce qui permet parfois de se dire « Oh, moi je l'aime pas trop, mais oui, mais c'est mon regard d'adulte, je ne suis plus un enfant de CM1, CM2. » On a tous un enfant intérieur, mais quand même. C'est pas pareil. C'est pas pareil, effectivement. Et alors peut-être pour qu'on comprenne bien, parce que vous en sélectionnez 15, mais au départ il y en a 60. Peut-être ces 60, d'où ils viennent, comment ils sont sélectionnés, parce qu'il n'y en a pas que 60 qui sortent dans l'année. Non, en fait, c'est les éditeurs qui sont sollicités pour faire parvenir en fait des maximum 2 romans par maison d'édition qui rentrent dans la tranche d'âge en fait des 8-11 ans.
Donc c'est eux en fait qui font le choix dans leur parution de l'année précédente. Et après ils le soumettent à l'association des petits champions de la lecture qui les retient ou pas. Hein. Et ensuite nous on reçoit les exemplaires une fois qu'il y a eu cette présélection en fait. Donc cette année c'est 60, mais il y a des années on en a eu 90. Donc voilà. Ah oui. Ouais. Ah oui, d'accord, c'est pas fixé à 60 et vous Non, prenez bah qu'un là quart. c'est vrai que le 60 c'est un maximum quand même. ça commence à être 60 pour 15, c'est une proportion qui est déjà pas très simple. Et peut-être juste une dernière question, vous avez combien de temps pour lire les 60 ouvrages et, Là, on avait un peu plus de temps, on avait 3 mois, c'est ça, Oui. hein Et oui, alors il y avait un peu moins de livres, 3 mois. On les a reçus à Noël, enfin un peu avant Noël, donc c'était notre cadeau, c'était chouette. Et puis on a passé un bon moment à lire tous ces livres. Un peu de lecture pour les vacances. Merci à tous les trois, merci beaucoup. Merci Sandrine, Cécile et Gaëtan, on peut les applaudir. Évidemment, les autres membres du comité, Simon, Dominique et Eliane, parce que je crois que le jury a terminé la délibération. Donc merci encore. Eh bien, je vais vous demander de conserver vos applaudissements parce qu'on a le jury qui a délibéré, qui va me rejoindre sur scène. Donc on peut les applaudir, ou non, pas encore. Ah, Magali va dire un mot. Merci beaucoup. Hop. Bonjour à tous. On va maintenant appeler les finalistes sur scène à qui l'on va remettre leur diplôme et leur cadeau. Très bien, donc on peut... Et Éric Lafraise, directeur des relations extérieures de Cultura, qui va remettre ses diplômes. Donc j'appelle Anatole, Bérénice, Camille, Ella, Elliot, Giovanni, Joséphine, Khalifa, Léonore, Louise, Octave et Solène. Et on peut leur faire un peu plus de bruit pour les applaudir quand même, parce qu'ils attendent depuis tout à l'heure. Ouais. Alors on va les féliciter de nouveau un par un. On leur remet je veux dire trophée, pas encore. J'ai perdu le terme, c'est pas grave. Je vais Anatole en premier. On peut l'applaudir de l'école Fourcroy dans le 17e arrondissement. Il est tout au bout, Anatole. Et alors je vais vous dire quand même, parce qu'on leur remet, vous voyez, il y a des petits sacs qui leur sont remis. Dans les sacs, il y a des goodies des petits champions de la lecture avec un carnet, un sticker porte-clés. Il y a un J'aime lire Max offert par Bayard Jeunesse. Vous allez retrouver une histoire qui est écrite par Suzy Morgenstern, une lectrice participante à un jeu de lecture à voix haute. Et enfin, un ouvrage jeunesse. Voilà, comme ça c'est dit. Ensuite, après Anatole, on peut de nouveau applaudir Bérénice de l'école Château des Rentiers dans le 13e arrondissement. Bérénice, avance-toi. Ah oui, très bien, voilà. Voilà, on peut, comme ça, très bien. Et je te laisse récupérer. Ah. Ensuite, je vais demander à Camille de s'avancer. On peut l'applaudir également. On va lui remettre. Hop là, regarde Camille, oublie pas ton diplôme. Parfait. Ensuite, c'est Ella de l'école Ozara Atora, dans le 13e arrondissement qu'on peut applaudir. Et attends, bouge pas. Ella, reviens, on va te donner le diplôme. Quand même, avec le diplôme, c'est mieux. Elliot de l'école Château des Rentiers, de nouveau dans le 13e arrondissement. Félicitations, Elliot. Giovanni de l'école Jomard dans le 19e arrondissement. Félicitations. Joséphine de l'école Jean Jaurès dans le 19e arrondissement également. Khalifa de l'école Boulard dans le 14e arrondissement. Hop là, des cadeaux de partout. Léonore de l'école Jussienne du 2e arrondissement avec son fan club qui est venu à ses côtés. Louise de l'école Stanislas dans le 6e arrondissement, on peut l'applaudir également. Octave de l'école Notre-Dame de Lourdes dans le 20e arrondissement, félicitations. Et enfin Solène de l'école Saint-Jean de Passy du 16e arrondissement, bravo, bravo, bravo. Est-ce que les enseignants, s'il vous plaît, de ces petits champions et de ces petites championnes peuvent nous rejoindre sur scène pour qu'on fasse une photo tous ensemble? Donc les enseignants, je vous invite à venir, de passer côté public à la scène. N'ayez pas peur. Allez-y, venez, prenez place, mettez-vous avec les enfants. On peut les applaudir aussi parce que tout de même, les petits champions de la lecture, évidemment, il y a les enfants qui travaillent, qui lisent, mais avant tout, c'est des enseignants et des enseignantes qui font vivre aussi, évidemment, les petits champions de la lecture. Donc merci à vous. Je vous laisse regarder le photographe qui est devant. Un beau sourire.
Et donc j'en profite pendant la photo de remercier toutes les personnes. Voilà, vous allez voir, il y a les enseignants qu'on a envie de remercier. Merci d'avoir initié le jeu et la lecture à voix haute en classe. Merci pour votre accompagnement. Donc de nouveau, on peut les applaudir. On applaudit les enfants, on applaudit les professeurs. Merci beaucoup. Les enfants, je vous invite à reprendre place au premier rang. Merci aux enseignants également, je vous invite à reprendre place. Et j'invite de nouveau les membres du jury à nous rejoindre sur scène. On peut les applaudir parce que aussi le travail n'a pas été facile de choisir les personnes, la petite championne et le petit champion. Est-ce que tous les membres sont là, j'ai l'impression? Oui. Très bien, et parfait. Donc je vais vous remercier quand même, merci à vous de nouveau d'avoir été présent avec nous, d'avoir accepté. Cécile, je vous laisse dire un mot, je vais aller mettre là-bas moi, il y a un vide. Cécile, je vous laisse dire un mot, comment ça s'est passé, comment vous avez vécu le moment, j'imagine que c'était pas facile de départager. Ouais, c'est pas facile de vous départager, donc déjà on voulait vous féliciter chacun, parce que lire devant un public c'est pas chose facile. Donc on vous félicite et vous êtes déjà tous des petits champions d'être arrivés ici et d'avoir lu devant tout le monde. On voulait aussi féliciter Bérénice qui ne s'est pas laissée impressionner par l'entrée de M. Macron et du ministère, parce que c'est bravo, pas effectivement, évident, donc, on a testé sa concentration. Alors avant l'annonce, moi je remercie quand même le Festival du Livre de Paris pour leur accueil. C'est important de dire un mot, je ne sais pas s'ils sont là, mais Pierre-Yves Véranguet, qui est le directeur, Julienne Ribes, coordinatrice Alice Scott, chargée de l'accueil des scolaires. Donc on peut les applaudir, je ne sais pas s'ils sont là, mais au cas où, on les applaudit également. Et évidemment à l'ensemble des partenaires des petits champions de la lecture, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Culture, et on a vu Madame Dati tout à l'heure, et le Centre national de lecture. Les remerciements sont faits, comme ça on passe au moment tant attendu d'annonce de la part... Donc tu vas les annoncer, très bien. D'abord, le lauréat. La lauréate. Ah pardon, j'avais dans l'autre sens. La lauréate. D'abord, bravo à tous et à toutes pour votre lecture et tous les textes. Donc la lauréate est quelqu'un qui a eu un texte très drôle, quelqu'un qui a mis les bons tons au bon moment. Et donc, je vous annonce que la lauréate de Paris 2025 est Joséphine. Tu peux venir sur scène, évidemment, Joséphine. Tiens, regarde, je te prends ça, je te le mets de côté. Bravo, bravo, bravo. Bravo, Joséphine, je sais pas si... Ouais, tu veux dire un petit mot, Joséphine? Non, ça marche, t'as déjà suffisamment parlé. Bravo, reste bien avec nous, Joséphine. Et donc, le lauréat... Voilà, alors le lauréat, pareil, ça a été très compliqué parce que, on était assez éblouis par toutes vos prestations. Cependant, on a dû choisir et le choix du texte a pas mal joué, ainsi qu'une certaine sobriété mêlée à beaucoup d'expressivité dans son texte. Et puis il y a aussi les liaisons au passé simple qui ont joué leur rôle. Le fait qu'il porte le même prénom qu'un célèbre héros de J'aime lire n'a absolument pas joué dans ce... C'est important de le préciser. Voilà, je tiens à le préciser. Il s'agit d'Anatole pour sa lecture de Seul sur la mer immense. Bravo Anatole. Félicitations. Bravo. Tu veux dire un petit mot ou pas? Ça va? Pareil, suffisamment parlé. Si leurs enseignants sont là, est-ce que les enseignants de nos petits champions sont là? Est-ce que les enseignants des deux petits champions sont là ou pas? Je prends ça pour un non. Ils ont dû rester avec leur classe. Très bien, félicitations à vous. On va faire donc une photo. Je récupère le petit micro. Je vous invite à vous rapprocher des membres du jury. Enfin, c'est le photographe qui décide. Et on peut de nouveau les applaudir. Bravo à tous les deux. Donc, ce sont nos derniers petits champions des finales départementales. Vous allez pouvoir aller à la finale régionale. Je vous invite à regarder le photographe devant vous pour faire une belle photo. Merci beaucoup. Alors, avant de se quitter, je vous donne quand même quelques informations. On donne rendez-vous donc à nos deux lauréats à Aubervilliers le 19 mai pour la finale régionale Île-de-France, donc le 19 mai. Rendez-vous au CM1, CM2 et aux enseignants, au CM1 l'année prochaine et aux enseignants l'année prochaine également, oui, parce que les CM2, normalement, ils auront changé de classe. Rendez-vous à toutes et à tous pour suivre la grande finale qui aura lieu le 25 juin à la Comédie Française. Vous pourrez la suivre en direct à partir de 14h sur le site des Petits Champions de la Lecture. Et pour ceux qui le peuvent, rester dans cette agora, je vous invite à le faire. À 11h, il y a une rencontre avec deux grands auteurs jeunesse, Timothée de Fontbelle et Vincent Cuvelier. Et enfin, avant de vous quitter, on souhaite
à tous et à toutes, les petits et les grands, de très belles lectures. Merci à tous, passez une belle journée. Bravo.